Combatif, tenace, dense, acerbe, c'était musclé hier soir entre les deux candidats pour la présidentielle en France. Emmanuel Macron n'a rien lâché. Marine Le Pen s'est défendue. Tous les deux ont attaqué. Au final, Jean Petot, qui pour vous, d'une certaine façon, a fait tourner le match à son avantage? Dès lors que celui qui risquait le plus, c'était Emmanuel Macron, le sortant, puisque d'une certaine manière, il avait à perdre dans cet échange. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui l'emporte parce qu'il a montré une compétence réelle sur la quasi-totalité des dossiers et parce que Marine Le Pen, tout en étant meilleure qu'en 2017, vous me direz qu'il n'y avait pas trop de difficultés à l'être, a quand même montré qu'elle n'était pas exactement au niveau de son concurrent et qu'en ce qui concerne la posture de femme d'État, il y a sans doute encore de la marge. Alors, lui, d'une certaine façon, était dans son rôle, évidemment, de candidat président, 5 ans, je dirais, dans les pattes, tandis que Marine Le Pen exposait tous les problèmes, lui imposait ses solutions. On peut peut-être lui reprocher, entre guillemets, une certaine arrogance, un certain mépris. Ça s'est vu dans ses positions un petit peu avachies ou bien très en avant, des espèces de sourires un peu narquois. Ça s'est ressenti assez vite, dès qu'ils ont abordé, d'ailleurs, le pouvoir d'achat hier soir. Oui, parce que d'entrée, il a effectivement pris l'ascendant sur son adversaire. Alors, pour ce qui est de ce qu'on appelle le langage du corps, justement, jusqu'il y a, je crois, jusqu'en 2002, l'accord se faisait entre les candidats pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de contre-champ. Vous savez ce que c'est, parce que c'est une femme des médias. Donc, et je crois que cette règle était la bonne. La caméra ne devait être que sur la personne qui parlait. Ça avait au moins le mérite d'éviter, parce qu'on peut aussi faire des constats comparables un peu avec l'autre langage du corps de Marine Le Pen. Sur l'arrogance, je voudrais être très clair là-dessus. J'entends effectivement les commentateurs qui disent ça, mais attendez, quand Benzema ou Mbappé, je pense que nos auditeurs comprendront ce que je veux dire, marquent des buts, les gens leur reprochent. C'est pas bien, c'est d'être arrogant de marquer des buts au football. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant en France, c'est que ce pays a une certaine détestation pour ceux qui sont bons. J'ai tendance à penser ça. Et les commentateurs qui sont souvent dans le sens du vent considèrent que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses dossiers mérite une indulgence. C'est ce que j'appelle la victoire du cancre sur le bon de la classe, oui. D'accord. Alors, on va reprendre un petit peu les titres de la presse. Je suis très clair, là, vous voyez. Oui, j'ai compris. On va reprendre quelques titres de la presse, évidemment. Macron à l'attaque, Le Pen en défense, tous les opposent, les deux France. Est-ce que ce genre de débat, 3 heures de débat, presque 3 heures, certains ont trouvé ça ennuyeux, est-ce que ce débat, entre guillemets, fait bouger les lignes avant le second tour, avant dimanche ? Les sondeurs, avec une certaine expérience désormais, puisque vous avez raison, depuis 1974, il y a toujours eu un débat d'entre-deux tours, sauf en 2002, quand Jacques Chirac a refusé de débattre avec le père de Marine Le Pen. On considère que le déplacement peut être entre 1 et 2%, vous voyez. Donc c'est tout à fait marginal, sauf que quand l'écart est réduit, comme ça a été le cas, et en 1974, où là, l'écart final entre Valéry Giscard d'Estaing qui l'emporte et François Mitterrand est inférieur à 2 points, ou en 81, où là, quand même, l'écart était plus favorable au final en faveur de François Mitterrand face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Là, le débat prend une importance qui peut être considérée, c'est le principe de l'utilité marginale, comme stratégique et décisive. Là, les instituts tendent à montrer que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'est creusé cette semaine, ouais. On va dire que la fourchette peut être entre 53-56 pour Macron et 44-47 pour Marine Le Pen. Bon, ça veut dire que le débat peut être important dans son déplacement de voix si l'écart est étroit, de l'ordre du 52-48. Honnêtement, j'ai tendance à penser que le match d'hier soir, tout en révélant effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, les différences, n'a pas fait bouger les lignes. Voilà.
Ils avaient à convaincre évidemment sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de dossiers. Ils ont commencé par le pouvoir d'achat. Il y a aussi la guerre en Ukraine, mais ça s'est rapidement perdu avec le prêt de Marine Le Pen auprès de la banque russe. On a parlé aussi d'environnement, de l'hôpital, de la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui pour vous a été, je dirais, le débat le mieux contenu, le plus explicite pour les Français qui écoutaient ça hier soir? C'était compliqué, c'était confus, il y avait des moments. Hein. Exactement, vous avez parfaitement raison. Le débat peut-être le plus complet, c'était d'entrée de jeu. Le dossier qui vous a le plus, voilà. Oui, le dossier sur le pouvoir d'achat est intéressant parce qu'on voyait bien qu'il y avait deux démarches différentes. Entre d'un côté les chèques proposés par Emmanuel Macron et de l'autre ce que Marine Le Pen appelle des solutions pérennes, la baisse de la TVA, avec la contradiction qu'a pointé Emmanuel Macron bien plus tard en disant mais attendez, d'un point de vue écologique, ça ne tient pas, votre histoire. Bon, ça c'était quand même un débat qui était clair, sur les retraites aussi. Le débat qui a été escamoté, et c'est dommage parce que c'était très tard, c'était le débat sur les institutions. Parce que là, Marine Le Pen peut dire ce qu'elle veut, pour le coup, mais modifier la Constitution en ayant recours à l'article 11, c'est-à-dire elle a rappelé ce qu'avait fait le général de Gaulle en octobre 62, tous les constitutionnalistes aujourd'hui, et depuis bien 62 évidemment, de droite ou de gauche, s'accordent à considérer que le général de Gaulle a eu une pratique inconstitutionnelle en 62, que le Conseil constitutionnel était tout jeune et n'a pas tapé du poing sur la table, mais le recours à l'article 11 pour changer la Constitution, c'est pas constitutionnel car il faut passer par l'article 89. Donc le référendum direct qu'elle propose pour changer la Constitution ne passe pas constitutionnellement parlant. Et là, il aurait fallu être, je pense, plus didactique dans les explications, mais c'était bien tard, voilà. Alors, vous mentez, aïe aïe aïe, vous avez une vision rabougrie, Madame Le Pen répétée 5 fois, vous mentez, ça c'était aussi du côté de Madame Le Pen. On va peut-être venir à ce dossier de l'environnement qui est quand même un petit peu oublié, qui a été remis, entre guillemets, bien au goût du jour par Emmanuel Macron dans son discours de Marseille, qui a dit « je vais nommer un Premier ministre, il sera en charge de l'écologie ». Le meilleur programme de l'écologie était quand même porté par alors, bien sûr, l'écologiste Yannick Jadot, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Un petit mot sur Jean-Luc Mélenchon qui, cette semaine, se proposait comme Premier ministre à ce qu'il appelait le 3e tour, donc les législatives. Je sais, je vais loin, mais personne n'en a parlé hier, effectivement, et surtout Emmanuel Macron, d'imaginer quand vous êtes président, quand vous faites un 2e mandat, eh bien, est-ce que l'écologie va prendre autant de place que vous le disiez à Marseille il y a quelques jours ? De toute façon, ce sont des attentes extrêmement, du côté des Français. Oui, mais on voit bien que c'est aussi quelque part une question écologique qui a déclenché la crise des Gilets jaunes. Et donc là, il y a une forme de contradiction qui est lourde. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité sociale des mesures environnementales. Et là, il y a une vraie, qui n'est pas une aporie, une contradiction indépassable, mais il y a véritablement un dossier. Et par ailleurs, c'est vrai que Emmanuel Macron est quand même allé très loin dans l'affichage vert, j'allais dire, de son programme, surtout après le premier tour. Vous avez raison de rappeler la séquence marseillaise. Et par ailleurs, aujourd'hui, pour essayer de récupérer une partie de l'électorat, en gros les 48% qui se sont exprimés au premier tour et qui n'ont pas voté pour et Macron ou Le Pen, c'est 48% électorat potentiel, pour les deux d'ailleurs, eh bien, il a fallu effectivement faire ce qu'on appellera non pas du greenwashing, mais du green programming. Et clairement, à force d'avoir fait des promesses, il va falloir aussi les tenir en matière environnementale. C'est le 3e tour, vous avez raison, et vous avez raison de dire que ça n'a pas été évoqué vraiment le 3e tour, par ailleurs. Parce qu'il est important justement dans cette présidentielle. Exactement. Comme si elles étaient passées un peu sous le blast, l'effet de blast, d'explosion de la présidentielle. Voilà, Jean Peton, on pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait dire, je viens d'avoir quelques chiffres sur la participation des Français. 15,6 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste de télévision hier. C'est moins qu'il y a 5 ans, c'est moins qu'en 2017 où ils étaient 16 millions et demi. Ça, évidemment, on pourra faire des commentaires dans la... il faudrait suivre les décrochages aussi en cours de ces fameuses 3 heures. Les fameuses 3 heures. Écoutez, merci d'avoir été avec nous, Jean Peton, politologue. On va suivre tout ça évidemment de très très près. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt à vous aussi. Au revoir.